et merci à toutes et à tous d'être là. Je suis très heureux d'être présent pour la simple et bonne raison que je pense que c'est la transmission qui va nous permettre d'être plus robuste, plus résilient et qu'on a plein de choses à apprendre des uns des autres. Moi, ce soir, je n'ai pas la prétention de dire que je connais tout, mais plus de mettre en débat un petit peu à partir de mon expérience que je vais vous présenter, comment en tant que paysagiste concepteur, enseignant et chercheur, cette question des biodéchets m'intéresse au plus haut point et on terminera par des prescriptions assez techniques et plus dans un partage qui se prolongeront demain dans la visite du jardin à Cuillé, le centre du monde. Alors, moi ce soir je voulais rendre hommage aussi à un homme qui s'appelle Yves Gillen, qui est dans les marais de la Brière, entre Nantes et Saint-Nazaire. Le jeune paysagiste que j'étais, je disais jardinier à l'époque, a pu travailler avec Yves dans son marais et il m'a appris les fondamentaux. Et donc ce soir, je vous propose de regarder le jardin comme une image. Vous allez voir, il y en a 5 qu'on va passer au crible. Et on va chercher ce qu'elle cache, cette image. Parce que qu'est-ce qu'on appelle beau jardin finalement? Est-ce que ça veut dire que c'est un jardin qu'on n'entretient pas? Est-ce que ça veut dire un jardin qu'on est fier de montrer? Est-ce que ça veut dire que c'est un jardin qu'on est prêt de prendre soin? Et je vous propose de se poser plus précisément cette question, où est-ce qu'on met ce qui déborde, ce qui se décompose et ce qui se salit? Donc je vais tenter de répondre à ça avec travers mon positionnement en tant que paysagiste. On va revisiter ensemble l'histoire de l'art des jardins, donc je compte sur votre participation, comme je le fais avec mes étudiants, et je n'hésiterai pas à venir chercher les plus turbulents au fond de la salle. Alors, si vous êtes fatigué, que vous avez une dure semaine et que vous souhaitez repartir chez vous, voilà ce que ChatGPT nous répond quand on lui pose cette question. Au jardin, on appelle souvent beau ce qui paraît ordonné, propre et maîtrisé. Une scène sans trace de travail. Déjà sans trace de travail, c'est-à-dire sans jardinier derrière. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais tout jardin produit du trop. Feuilles, tailles, tonte, épluchures. Je ne savais pas qu'un jardin produisait des épluchures. Mais bon, on le cache au fond, derrière une haie, où on l'évacue. La réponse c'est donc, c'est la réponse, on peut faire du beau avec la décomposition en la rendant discrète, utile et bien dessinée. Donc derrière cette ironie, c'est nous dire que moi je vous propose de partir de mon vécu, sans avoir la prétention, encore une fois, d'avoir toutes les réponses, mais ce que je peux mettre en débat et je serai heureux d'échanger avec vous par la suite. Donc je vous parle depuis un endroit où on l'entretient, où l'on conçoit et on décide. Donc je suis paysagiste, j'ai commencé sur le terrain, sur le chantier, et j'ai toujours d'ailleurs aujourd'hui ma micro-entreprise où je fais du jardin de particuliers. Et tout ça, en fait, donc, que ce soit des jardins de particuliers ou des jardins plus dans des zones d'aménagement concerté et autres, ou dans des projets de territoire, donc plus en études urbaines, etc., en fait, j'ai pu observer 2-3 conclusions que je souhaiterais partager avec vous. Déjà, quand on conçoit un jardin, on va d'abord dessiner la terrasse, les massifs, les cheminements, mais on oublie souvent 2 choses. Le jardinier ou la jardinière et le coin où va la matière. Taille, tonte, feuilles, épluchures. C'est comme si le jardin, c'était une image finie, sans coulisses. Et pourtant, ce reste, il existe toujours, c'est la matière qui nourrit le sol. On y reviendra. Et je rajouterais, mais ça on le sait bien, que le jardin, c'est souvent la dernière pièce de la maison qu'on aménage quand on achète, et donc ça devient un petit peu aussi, encore une fois, le reste, une fois qu'on a fini la maison. Et puis là, en fait, à un moment donné, il faut rappeler la loi. La loi, notamment la loi Labbé en 2014, elle a dit qu'en 2017, toutes les collectivités ne devaient plus utiliser de produits chimiques pour l'entretien des espaces accessibles au public. Et depuis le 1er janvier 2019, les particuliers ne peuvent plus acheter, utiliser ou stocker ces fameux produits chimiques. Vous aurez remarqué, parce que comme vous êtes malin, que c'est au même moment où on a vu apparaître en ville ce qu'on appelle aujourd'hui la gestion différenciée. C'est que tout simplement, on avait un personnel constant, les mêmes surfaces à entretenir. Et c'est aussi notamment lié à une baisse des moyens que les collectivités ont pour entretenir ces mêmes espaces. Et alors, se rajoute un truc à ça, c'est que depuis le 1er janvier 2024, on ne peut plus mettre dans la poubelle grise les fameux biodéchets, les épluchures et restes alimentaires, et c'est loin d'être marginal. Une récente étude de l'ADEME dit qu'il y a environ 1/3 des déchets non triés qui sont encore présents. Ça représente encore 32% des déchets de notre cuisine qui vont encore dans les poubelles.
Et donc, au-delà du fait que ces déchets sont généralement lourds, parce qu'ils sont chargés en eau, et que donc ça entraîne beaucoup plus de poids à transporter, est-ce qu'on n'aurait pas atteint un levier ou un plafond de verre? On ne pourrait pas aller au-delà de ces fameux 32%. Et là où ça se complique encore plus, c'est la contrainte foncière. On a moins de place, on a des accès encore plus compliqués pour les accès chantiers. Vous avez un exemple de mini-pelle qui aujourd'hui est adapté pour passer dans la largeur d'une porte. Et donc, on va être obligé d'intégrer ces déchets parce qu'on aura moins d'accès chantier, mais aussi d'endroits pour les exporter. Avec la fameuse trajectoire ZAN, zéro artificialisation nette, qui réduit de moitié la consommation d'espace en 2031 jusqu'à une neutralité en 2050, on va vers des parcelles plus petites. Et donc, notamment pour la construction. Et ça se voit déjà. En préparant la conférence, je suis allé trouver des chiffres et c'est assez passionnant. Et je pense que ça nous intéresse tous. En France, la surface médiane des terrains achetés pour construire une maison entre 2019 et 2022 est généralement de 670 mètres carrés. Et elle a reculé de 18% en 10 ans. Donc, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a moins de place pour stocker, des accès chantiers, une vraie galère, je ne vous raconte pas quand il faut passer par le voisin ou par l'intérieur de la maison, et sortir les déchets devient plus pénible s'il nous oblige à les gérer mieux sur place. Et on peut voir ça finalement comme une opportunité. Les 17 millions de propriétaires de jardins gèrent plus d'1 million d'hectares en France. Et ça représente 4 fois la surface des réserves naturelles. Et donc, je suis aussi prof, enseignant-chercheur, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, en fait, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce que si c'est juste pour dire on continue comme avant, tout en disant faut accompagner, y aller pas à pas, et moi, je m'intéresse à la manière dont les territoires sont questionnés grâce au récit. Alors, le récit, c'est quoi? C'est l'histoire qu'on raconte pour justifier des choix. Pourquoi on dessine ça comme ça? Pourquoi on gère ça comme ça? Et si le récit dit un beau jardin, c'est un jardin propre et sans traces, alors toute la stratégie, jusqu'à l'entretien, cherche à effacer ce qui déborde. Vous avez ici un schéma que j'ai pu faire pendant ma thèse auprès d'une communauté de communes, où en gros vous avez les 4 grands champs que représente aujourd'hui la manière dont on peut concevoir un aménagement paysager. Vous avez un élu ou une élue qui va dire il faut que la place du village soit plus végétalisée. D'accord? Très bien, merci. Et puis, vous allez rajouter l'idée qu'il faut lutter contre les îlots de chaleur, etc. etc. Bon, d'accord. Après, c'est obligé de passer par une étape de conception, c'est-à-dire dessin, de venir dessiner la place, à quoi elle ressemblerait, comment on assure le passage des véhicules, la sécurité, etc. Vous avez l'étape de chantier, il faut que ça se concrétise à un moment donné, ça ne peut pas rester des études dans un bureau. Et enfin, l'étape de gestion et d'entretien. Et moi, en fait, ce que j'ai observé dans mon métier avant de bosser à la communauté de communes, c'est que quand un élu décide ça, on passe par des appels d'offres et autres, ou même un particulier d'ailleurs. Un particulier qui forme une commande, je voudrais un jardin méditerranéen, par exemple, pour citer que ça, il faut bien que ça se conçoive, que ça se réalise et que ça s'entretienne. Et en fait, moi, j'ai proposé d'inverser, c'est-à-dire de partir de la gestion de l'entretien, de concevoir ensuite le chantier à partir de ça, et de dessiner, puis on va enfin interroger la stratégie. Et là, vous avez un exemple, de chantier que j'ai pu réaliser avec mes apprentis. Donc c'était le bonheur. On a récupéré en gros des barres de granit d'une route qui était en train d'être démontée juste derrière, et on en a fait en fait des sortes d'amphithéâtres. Et derrière, ça permet de pouvoir reconstituer une nouvelle chaîne de valeur et de se dire aussi qu'un jardin, ce n'est pas un capital figé, c'est un cycle vivant. J'y reviendrai à la fin, mais on le sait, et au cas où vous ne le sauriez pas, un sol s'épuise si on prélève sans restituer. Donc oui, la décomposition, ce n'est pas sale, c'est le moteur du jardin. Et puis, je vous parle d'une autre posture, et je salue les collègues de QE qui sont présents, où en fait, j'ai toujours eu dans mes engagements associatifs et autres le souhait d'avoir de l'engagement collectif. Pas pour être dans une logique d'ego, de dire on est les meilleurs, on est les plus forts, mais juste comment est-ce qu'on fait collectivement pour y arriver, parce que c'est quand même plus sympa. Et donc, en tant qu'élu, mais aussi en tant qu'aidé à la décision, parce que j'avais aussi ce rôle-là, dès qu'on introduit la question des déchets, ça invite à se poser une question qui est assez fondamentale, c'est on se demande d'abord quelles ressources on a sous la main, en quantité et en qualité.
Et ça oblige à accepter le temps long. Des fois, on a des gens qui nous disent ça va pas assez vite. Ou alors, oh là là, on ne comprend rien à ce qui se passe. Mais en fait, un projet, ça se fait par étapes. Ça se fait au rythme des moyens. Et ça colle bien à l'échelle d'un mandat municipal de 6 ans. Et moi, ce que je me refuse, c'est d'être dans ceux qui critiquent, ceux qui conseilleraient, mais je me situe dans ceux qui font. Et donc là, vous avez un exemple, et je pourrais en causer à la fin, de chantier mené avec des élus de Saint-Vran, en Centre-Bretagne, où on a pu mettre en place ce qui s'appelle des brèches. C'était les portails qu'on voyait avant, et on a constitué ça à partir d'un châtaignier qui était tombé suite à une tempête. Et donc là, vous avez un partage de savoir-faire. Moi, je ne savais pas faire une brèche avant. Enfin, je ne saurais pas faire tout seul d'ailleurs aujourd'hui, mais en tout cas, je sais apprendre à écouter. Et bref, tout ça pour dire, pour terminer, que le temps long, en réalité, il se construit avec du temps court. Une succession de micro-événements, un atelier broyage, une distribution de compost, une visite de jardin, une démonstration de haies sèches, ça fabrique une narration, ça fabrique un récit. Et ça demande surtout de la proximité, et bonne entre décideurs, faiseurs et habitants. Et j'ai une excellente nouvelle pour nous. En France, on a 34 875 communes. Et la proximité, c'est le super pouvoir des communes. Et ça permet, je l'atteste et j'y crois, que les idées, elles arrivent en faisant. On teste, on ajuste, on montre, et la confiance monte. Et quand un projet se met en mouvement, il en déclenche d'autres, compost, paillage, haies sèches, micro-habitat, etc., etc. Les gens qui ont trop de convictions, c'est ceux qui, en fait, sont fermés sur la capacité de dialogue. Et je pense que si on est là ce soir, c'est parce qu'on partage des convictions, mais aussi des doutes, et c'est aussi ce que on va travailler ensemble dans cette seconde partie de la conférence. Et donc là, je prends ma casquette plutôt de paysagiste, et j'ai eu le plaisir à me poser cette question. Dans l'histoire des jardins, on montre souvent des scènes, des tableaux là, que vous avez sur la main, mais on ne montre pas forcément l'arrière-scène, c'est-à-dire ceux qui entretiennent les jardins. Et donc, je voudrais tester avec vous une hypothèse et qu'on va répondre ensemble. Est-ce que finalement, les biodéchets, ce n'est pas un impensé masqué de l'histoire de l'art des jardins? Est-ce que ce n'est pas quelque chose que tout d'un coup, on nous demande de prendre en charge par rapport au contexte réglementaire dont je vous ai causé juste avant, et qu'en fait, on n'en a jamais pensé, ne serait-ce que les jardiniers? Et donc, il n'y a pas que nous qui avons pensé à ça. Là, il y a 4 lectures. Si vous ne savez pas quoi vous faire pour le prochain anniversaire ou pour Noël, ce sera assez longtemps, mais je vous conseille ces 4 bouquins. Il y a d'abord Alain Roger. Il nous rappelle que le paysage, ce n'est pas seulement la nature, c'est une construction culturelle. On apprend à trouver beau. Là, je ne sais pas combien on est, on doit être 40. Je pense que 40 personnes ici vont trouver quelque chose de beau totalement différent selon leur esthétique, leur point de vue, et tant mieux. L'idée, ce n'est pas d'uniformiser, mais c'est bien de se dire qu'on respecte le point de vue de chacun. Ensuite, il y a Monique Mosser et Georges Teyssot, et ils ont sorti un bouquin qui montre comment en Europe, les formes de jardins changent selon les époques. Donc ça, on le savait, entre le jardin médiéval, le jardin italien et le jardin français, ça change. Mais ils insistent sur un autre truc, c'est que ça change aussi selon les pouvoirs et les usages. Et donc là, en fait, on voit bien que le jardin, c'est aussi une question de pouvoir qui se dessine derrière. Marie Douglas, dans le même principe, elle nous explique que le propre et le sale ne sont pas seulement des questions d'hygiène. Ce sont aussi des catégories sociales. Donc des façons de mettre des choses, des gens, des objets, les plantes invasives par exemple, dedans ou dehors. Et puis enfin, je pense que vous le connaissez, il est assez médiatisé, Gilles Clément. Il nous invite à regarder les bords, le vivant, ce qu'on laisse pousser, ce qu'il appelle le tiers paysage. Et il se demande si finalement ces zones-là ne peuvent pas faire aussi partie du beau. Alors on va jouer ensemble un petit peu, donc je vais vous montrer l'exemple et puis après je vais vous passer le micro. Donc voilà une méthode que j'utilise avec mes étudiants pour décrire un peu des images et pour susciter un peu d'interactivité. Donc on va décrire ensemble 5 étapes. Je vais vous montrer comment on en fait sur une et puis après je vous passerai le micro pour celle qui veut se tester, sachant qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, ce qui compte c'est l'argumentaire qui en suit. D'abord on décrit précisément ce que je vois. Vous avez ici un lexique sur la droite là pour vous aider à décrire un petit peu. Ensuite, on dit ce que ça m'évoque. Après, on dit ce qu'on sait. Après, on interprète. Et enfin, on donne un avis. C'est qu'à la fin qu'on dit j'aime ou j'aime pas. Donc là, vous avez une photo d'un article paru en 2025 par le Haut-Anjou qui s'intitule « Distribution de composteurs, valoriser les biodéchets dans le pays de Cran ». Alors, qu'est-ce que je vois? Déjà, je vois 5 personnes qui sont dans une sorte un peu de creux, quoi. Donc je comprends qu'on est en contrebas par rapport à la voiture qu'on voit derrière. Et je vois un espace qui est un petit peu quand même assez délimité.
Et je vois derrière un tas de compost qui doit pas dépasser, un tas de paillage qui ne doit pas dépasser 1 mètre, 1 mètre 50. Et je vois un objet qui est tenu fièrement par ces personnes. Et il fait beau, il fait toujours beau dans les photos institutionnelles. Ville de la Bretagne. Et du coup, on a aussi finalement un objet qui est tenu assez fièrement avec des gens. Je vois des personnes habillées en civil, je vois des personnes habillées en tenue de sécurité de chantier. Et je vois des mines assez enjouées, engagées. Et puis je vois sur la droite des masses comme si soit c'était un début de friche ou autre, mais bon, je comprends qu'en tout cas, il y a une zone assez logistique. Qu'est-ce que ça m'évoque ? Ben moi, ça me fait penser à la présentation d'un produit. On vient, vous savez, dans les supermarchés, des fois, on vous fait tester la paella ou je ne sais pas quoi. Et ben, on me présente un produit. Donc, qui dit produit, dit consommateur. Et donc, on me présente quelque chose pour, finalement, moi, ce que ça m'évoque, c'est comme si, en fait, le composteur devenait un 6e personnage dans la mise en scène de la photo. Donc, ce que je sais qu'il y a un monsieur qui est président de la communauté de communes, donc il est à côté des services, des techniciens, donc ça montre quand même, a priori, qu'il y a une communauté de communes engagée du décideur au service pour nous présenter ce produit, le composteur. Je sais que du coup, il y a eu le contexte réglementaire dont je vous ai parlé tout à l'heure qui oblige ou qui invite fortement les EPCI à mettre en place une stratégie tout simplement institutionnelle. Et je sais que donc la photo a été publiée dans un journal grand public, presse régionale, donc a priori à destination de nous, quoi. Comment j'interprète ça ? Du coup, je me sens concerné. Moi, quand je lis ça, je me dis, il y a la confiance qui est mise derrière, quoi. Enfin, je vais être un petit peu invité à prendre part à la dite stratégie, à mettre mon composteur chez moi. Et donc, pour donner un avis, du coup, je me dis, OK, pourquoi pas ? C'est vrai que je n'avais peut-être pas pensé, mais pourquoi pas, je suis invité à mettre un composteur chez moi, donc j'aime bien. Donc on va faire ça maintenant, on va remonter un petit peu au Moyen-Âge, et plus précisément dans le bas Moyen-Âge. Vous avez ici donc une peinture qui s'appelle « Les très riches heures du duc de Berry ». C'est au mois de mars, travaux des champs. Donc la date, on ne sait pas trop, hein, mais c'est entre 1412 et 1416. Et c'est là où j'ai besoin d'un colistier ou d'une colistière pour tester ensemble la première étape de décrire précisément qu'est-ce que vous voyez, s'il vous plaît. Qui voudrait se lancer, sachant que c'est toujours compliqué d'être le premier ou la première, mais après c'est plus fluide. Alors, on voit un château, mais qui est plutôt dans l'arrière-plan. Ouais. C'est peut-être pas ça qu'on veut mettre en avant. Cela dit, il est quand même là. Il est entouré d'arbres qui n'ont pas de feuilles. La saison, ça doit être... en mars. Pardon ? C'est en mars. C'est en mars. Voilà. Il faut dire ce qui est marqué là. C'est dans le titre. Voilà. Continuez, c'est très bien. Ce que j'ai vu en premier, moi en tout cas, c'est des personnages qui sont dans un jardin. Très bien. Combien vous voyez de personnes, s'il vous plaît ? J'en vois 4 et il y a un personnage qui est un peu plus profond. Absolument. Qui est avec un cheval peut-être. Ça, on verra après. Je vous donnerai les éléments un peu de réponse, mais c'est très bien. Les parcelles, elles sont comment, s'il vous plaît ? Délimitées, Ouais, comme protégées par un mur. Tout à fait. Donc on a cherché sûrement à protéger. Ouais. Il y a des... Alors, j'ai l'impression que c'est presque des petites vignes, mais peut-être que je me trompe. Il a raison. Un bon point. On l'applaudira à la fin. Et les gens travaillent. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Les gens travaillent. Alors pour les petites vignes, c'est un petit peu plus évident, même si je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, il y en a un qui a l'air de poser un heater, c'est peut-être pas mal plus. Il y en a un autre qui a l'air de tailler, il a des objets posés au sol. Par contre, celui à droite m'interroge un peu plus. Est-ce qu'il est en train de semer ? Oui, c'est ça. Absolument. Ouais. Mars, on sait quoi c'est pas les céréales. Non, c'est qui sème, c'est pas en mars. Dans un champ, je ne sais pas. Et est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, en termes de couleurs ? Comment vous décririez les couleurs, s'il vous plaît ?
Alors moi, ça m'a fait bizarrement penser à des couleurs d'automne, mais il y a un ciel bleu quand même, avec des nuages sur la gauche. Ouais. Bon, peut-être qu'il... Alors, est-ce qu'on est le soir ou est-ce qu'il va pleuvoir? Je sais pas. Des couleurs plutôt terre, puisque le château, ouais, il est assez marron, quoi. Comme si d'ailleurs le château se confondait un peu avec le paysage devant de la bourg. Est-ce qu'on voit des déchets, s'il vous plaît? Non. Voilà. Alors, à quoi ça vous évoque quoi? Ça vous fait penser à quoi cette scène, s'il vous plaît? C'est assez champêtre malgré tout, mais c'est structuré. C'est, on va dire, bord de ville, en tout cas près du château, comme si on voulait faire un lien. Pour alimenter le château ou alimenter la ville, il faut bien les terres et les paysans. Ah, c'est excellent. Et qu'est-ce que vous savez un petit peu du bas Moyen-Âge? C'est justement si on continue sur le château, tout ça, là, c'était quoi le territoire était structuré comment à l'époque? C'est des seigneuries qui font travailler des braves gens qu'on appelle des serfs. Et a priori, ça ne coûte pas trop cher, si c'était de les nourrir. Et de les protéger, d'où l'enclosure. Mais bon, ça, on en recausera après. Est-ce que vous connaissiez les trésors du duc de Berry? Vous avez le droit de pas... Et qu'est-ce que vous savez sur cet ouvrage, s'il vous plaît? Pas grand-chose, c'est une mise en valeur du territoire. Pour dire, chez nous, on fait des choses qui sont chouettes. Et je communique. Voilà, et aucun rapport avec la photo d'avant. Du coup, comment vous interprétez ça, s'il vous plaît? Alors, d'abord, ce qu'ils ont voulu communiquer, c'est chouette parce qu'ils communiquent encore aujourd'hui. Ouais. Et je trouve ça très intéressant de se dire que nous, aujourd'hui, on regarde encore ce 15e siècle et on apprend quelque chose. Alors, d'ailleurs, grâce à vous tout de suite, en m'obligeant à regarder précisément ce que je vois en traitant pas suffisamment attention. Et je trouve ça émouvant. Parce que ce sont des hommes comme moi, et il y a très peu de différence entre eux et moi. Donc voilà, moi j'aime bien rêver avec ça. Et votre avis, est-ce que vous aimez pas, s'il vous plaît? La peinture. Alors, oui, beaucoup. J'aime la peinture. Celle-ci, elle est plus instructive pour moi qu'une vraie émotion, mais elle me raconte quand même l'histoire des hommes, et ça, c'est émouvant. Un sincère merci, je veux bien qu'on récupère... On peut l'applaudir. C'était une... Donc merci beaucoup, vous inquiétez pas, les autres, il y en aura d'autres après. Donc quelques informations, donc le bleu en fait, et c'est censé symboliser la royauté, parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de pigments. Et donc c'est le château de Lusignan dans le Poitou, qui était la propriété du Berry là. C'est une commande qui a été faite par le duc aux frères Paul, Jean et Hermond de Limbourg, mais ils sont morts avant d'avoir pu terminer les 12 mois, parce que c'est 12 mois qui sont représentés. Donc on ne sait pas trop finalement comment ça a été repris. C'est un manuscrit inachevé, c'est effectivement la culture de la vigne, notamment pour le vin de Metz, qui était indiqué. Et 2-3 éléments, mais que vous avez pu indiquer, les personnages permettent d'avoir des proportions d'échelle, parce qu'il n'y avait pas encore la perspective à l'époque, comme on va voir après. Et c'est vraiment la structure en fait, du pouvoir, on y revient encore une fois, qui est ici mise en avant. Puis vous avez un château, là, qui est censé un dragon, qui est censé représenter Mélusine. Voilà, on en apprend tous les jours. Alors je vous propose de partir à la Villa Médicis à Rome. Et donc c'est Achille Benouville qui nous présente ce merveilleux tableau qui a été fait vers 1864, on n'a pas forcément la date exacte. Et donc, il est situé dans la galerie Haim, à Bâle. Voilà. Et puis, monsieur, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous voyez précisément, s'il vous plaît? Donc, au premier plan, on voit un paysage de jardin, en fait. C'est un type des jardins d'apparat où on se promène, on se balade, on ne voit pas de culture, de potager, en tout cas, au premier regard. Et au fond, on remarque un bâtiment qui fait penser vraiment à l'architecture italienne. Donc, il y a des récits, du coup. Donc, à Rome, du coup, j'imagine. Donc, vous
Je pense qu'on a fait un peu le XVIIIe siècle au niveau des habits des personnages. Et après, c'est très. Les arts font très architecture. Font très méditerranéen en fait. Les pins à droite, notamment. Du coup, ouais. C'est parfait. Est-ce que vous pouvez nous décrire les lumières et les couleurs, s'il vous plaît? Donc, on a l'impression qu'on est en fin de journée. Enfin, pu faire lumière du matin, mais vu tous les personnages, c'était plutôt fin de journée, comme un zénith coucher de soleil. Et donc, c'est des lumières assez claires dans les plans en fait, et assez sombres du coup dans le premier plan du coup. C'est parfait. Est-ce que vous pouvez, votre regard, est-ce qu'il peut nous décrire juste peut-être des éléments du premier plan, s'il vous plaît? Donc on voit des personnages, donc des femmes, peut-être une qui fait de la broderie, je ne sais pas trop, avec un homme assis à ses pieds. Après, on voit des personnages qui se baladent sur le côté à gauche. Et on voit un bassin sur le côté à droite aussi. Donc, je sais pas si c'est un bassin qui a une utilité pour arroser des plantations, ou bien c'est peut-être un bassin d'apparat, décoration peut-être. C'est excellent. Et du coup, dernière question avant de passer à l'autre étape, est-ce qu'on voit des déchets? Après, on devine un petit peu des feuilles mortes sur le côté à droite. Oui, vous avez raison, il y a... Oui, ouais. Il n'y a pas de déchets pour en parler en tout cas. Ils ne sont pas en tout cas mis en valeur dans ce tableau. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous évoque, s'il vous plaît? Ça nous montre une scène de quiétude un peu à cette époque-là en Italie. Je pense dans un milieu assez aisé, puisqu'on ne voit pas de cerf comme l'autre tableau précédent. Mais plutôt une scène paisible en fait. Un décor, peut-être. Et qu'est-ce que vous savez de l'époque? Donc, pour mémoire, le tableau est censé être fait en 1864. Qu'est-ce que vous savez de l'Italie à ce moment-là, s'il vous plaît? Parce qu'il me semble que l'Italie, avant Napoléon, était plein de petits États différents, en fait. Et en fait, Napoléon a réuni tout avec la France, mais après, l'Italie est devenue vraiment ce qu'elle est aujourd'hui à la fin du XIXe siècle, sachant qu'il y a eu des modifications avec le comté de Nice, notamment, et la Savoie. Mais je ne sais pas si on peut dire qu'on était déjà en Italie à cette époque-là, j'ai un doute. C'est pas grave. Vous avez dit qu'en fait, on pouvait résumer l'Italie à des fois des monuments, et c'était bien, vous aurez la réponse à la fin. Comment vous interprétez cette scène, s'il vous plaît? Je pense que ce tableau est une commande justement pour mettre en valeur la Villa Médicis, ainsi que ses jardins. Après, je ne sais pas qui a fait cette commande. Donc, ça fait un peu comme de la com en fait, pour mettre en valeur cet endroit avec les jardins. En fait. Un sincère merci. Pour terminer, est-ce que vous aimez ou vous n'aimez pas ce tableau? J'aime bien. Je trouve que c'est assez, une scène assez agréable à regarder du coup. Oui, non, c'est un beau tableau. Un sincère merci, on peut l'applaudir. Et donc, alors, vous avez, donc tout est évidemment très juste, mais vous avez donc des pins, des cyprès, des chênes verts qui viennent structurer donc on n'a que la strate arborée, que les arbres qui sont ici représentés, face au mont Pincio à Rome. Et donc, effectivement, ce que je ne savais pas, c'est que la famille des Médicis était du 16e au 18e, en fait, là, et ils se sont barrés. Et en 1803, Napoléon y transfère l'Académie de France. Or, le jardin était dans un triste état. Il était abandonné, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, il y a eu tout un travail de restauration. C'est pour ça, rappelez-vous, en 1864, date à laquelle le tableau a été effectué, il fallait communiquer sur l'Académie de France. Il fallait assurer son rayonnement, et vous l'avez très bien dit, très juste. C'est finalement pas de la propagande, mais de la communication pour valoriser ce jardin qui a été abandonné. Vous aurez remarqué aussi les traces typiques qu'on trouve dans ces tableaux de l'époque, des ruines romantiques qui sont un petit peu là pour rappeler la Rome antique, etc., mais toujours absence de biodéchets. Alors, je vais avoir besoin d'un troisième cobaye, mais avant qu'on analyse ce tableau, je vous présente un paysagiste, Humphrey Repton, qui en fait avait pour habitude de travailler de la manière suivante. Il travaillait beaucoup pour l'aristocratie et en fait il faisait des avant-après.
Il travaillait comme ça, il envoyait des plans à ses clients, mais il envoyait comme des jeux pour les enfants. Là, vous avez le paysage avant, et là, paf, après. Donc, c'est aujourd'hui ce qu'on a en design parfois, et ça vaut très très cher aujourd'hui. Si vous en avez chez vous, pensez à les mettre sous la poche. Mais c'est en tout cas la vue de son jardin que je vous propose d'analyser. Donc, qui veut bien être le troisième cobaye, s'il vous plaît? Alors, que voyez-vous, s'il vous plaît? Sur la première ou la deuxième image? Eh bien, plutôt sur celle de droite. En gros, à gauche, c'est avant, à droite, c'est après. Donc, plus sur celle de droite, s'il vous plaît. Très bien. Je vois un jardin qui est très bien ordonné, avec, c'est vraiment un jardin d'agrément, avec des fleurs qui sont disposées dans des massifs, des fleurs sur les arbres, autour d'une structure métallique. Enfin, on sent que c'est très ordonné et que tout a été très réfléchi, que chaque fleur, chaque arbuste est à son endroit vraiment décidé auparavant. C'est parfait. Est-ce que vous pouvez nous détailler l'arrière-plan, s'il vous plaît? Oui, alors on voit une route, sans doute en construction, je ne sais pas trop. Parce que sur la droite, alors est-ce que sur la droite au fond, il semble que ce soit une construction. On voit un monticule là, un panneau, on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, moi en tout cas, je ne sais pas ce que c'est. Mais on a l'impression que c'est une route en construction. C'est parfait. Est-ce que vous pouvez nous décrire le premier plan? Parce que là, on a deux arbres qui sont donc conservés. Comment est-ce qu'ils sont mis en avant et qu'est-ce que vous voyez au premier plan, s'il vous plaît? Alors, ils forment un ombrage, donc une voûte qui est très harmonieuse et qui met en valeur justement ce qui se dégage de la vue entre les arbres. Parfait. Et en termes de mobilier et les massifs, ils sont comment, s'il vous plaît? Les massifs sont en rond, donc ça, c'est une forme qui est très apaisante, qui prête à la rêverie, parce qu'en fait, l'œil ne s'arrête pas sur un angle. Le mobilier est simple, mais on a envie de s'asseoir là, sur la petite chaise au milieu et puis de rêver à ce qu'on voit. On a l'impression qu'on va sentir les fleurs, on ne sait pas ce que c'est, en tout cas, ça invite à la rêverie, à la contemplation. C'est une scène de quiétude, malgré tout, avec une activité au fond. Donc c'est vraiment un endroit, un pôle tranquille au milieu de l'agitation. Un sincère merci. Est-ce que, pour terminer, deux questions en termes de couleurs, est-ce que vous pouvez décrire, s'il vous plaît? Oui, c'est le vert surtout qui se dégage, avec des petites pointes de rose qui mettent en valeur tout le paysage. Et c'est assez naturel, mais c'est plutôt dynamique avec les petites touches de rose. Dernière question, est-ce qu'on voit des déchets? Alors, absolument pas. Voilà, et le gazon à l'anglaise, vous l'aurez tous remarqué. Qu'est-ce que ça vous... Enfin, vous l'avez un peu dit déjà, mais ça vous évoque, vous avez dit de la quiétude. Et en même temps, on voit la route qui est derrière. Oui, moi je me suis dit tout de suite, finalement, un jardin comme ça, à cette époque, avait certainement de l'intérêt, parce qu'il fallait se réfugier dans un endroit qui allait sans doute devenir assez animé avec cette route qui se construisait là. Elle l'a dit. Qu'est-ce que vous savez de l'Angleterre à cette époque, en 1816? J'ai oublié de vous dire la date. C'est le début de l'ère industrielle en Angleterre, donc les routes se développent, etc. Et en termes de pollution, qu'est-ce qui se passe? La pollution, elle n'existe pas encore, mais elle est en devenir avec toute l'ère industrielle des grandes cheminées, des usines, les chemins de fer, etc. On a besoin, je pense, de se recentrer sur la verdure quand on voit ce qui se profile à l'horizon. Et c'est le fameux retour à la campagne qu'on verra juste après. Comment vous interprétez ça? Quel enseignement vous en tirez? Pourquoi est-ce que finalement l'auteur, Humphrey Remington, il veut ce jardin-là? Je pense qu'il veut se protéger. Il veut se protéger de tout ce monde ambiant qui s'agite. Et est-ce que vous aimez ou pas cette gravure? Oui, j'aime bien. On a envie de se bloquer dans ce jardin, même s'il semble un peu trop parfait. Ouais. Bravo, on peut l'applaudir. Et on va retourner par chez nous et ce sera la dernière image. Donc là, on va à Château-Gontier-sur-Mayenne en 2024.
France Bleu y a fait un article des habitants de Château-Gontier-sur-Moyenne louent des parcelles pour réduire leurs factures et se faire plaisir. Alors, qui veut se lancer pour la description de cette dernière image que je pense qu'on a tous déjà vue, s'il vous plaît? Là, c'est les jardins de Château-Gontier, tout plein de Mayenne. Je connais, qui ont été inondés il y a quelques temps. Voilà. À 36, eux aussi. Eux aussi. Comment je vois, c'est quelques parts, des petites cabanes au fond, des cabanes de jardin, voilà. Je sais que c'est des petites parcelles, une moyenne surface. Après, qu'est-ce que je vois? Je vois des petites serres, des mini-serres, avec une bâche là, qui recoupe. Donc, ça peut être des plants, des mis en place. Je vois un monsieur là, qui n'a pas rempli, mais de fixer peut-être quelque chose. La bâche, je ne sais pas trop. Il y a une bâche qui couvre le sol. C'est pour éviter les mauvaises herbes, je pense. À part ça, voilà, les jardins. C'est parfait. Est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont les parcelles sont agencées entre elles, enfin les circulations, tout ça, là, comment ça se passe, s'il vous plaît? Il y a une allée là qu'on voit là. Une allée là qui, et je pense que les parcelles, ça doit être, comment dirais-je, soit à droite, soit à gauche, mais ouais, ça va être délimité, je dirais, je pense. C'est très bien. Et en termes de couleur, comment vous décririez la photo, s'il vous plaît? Voilà, quelques plantations, on peut avoir des poireaux, il y a des choux, il y a du couleur, ouais, c'est les jardins, ouais, c'est les jardins qu'on rencontre chez nous, là, je veux dire. Bah ouais. Et on serait à quelle saison? L'automne. Ouais, tout à fait. Et on a quelqu'un de courageux. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça vous fait penser à quoi? Ça me fait penser à quoi? Je ne sais pas, parce que moi j'ai pas de jardin. Mais qu'il y a des gens qui sont courageux, qui veulent récupérer leurs légumes, et voilà, puisque c'est un jardin individuel. Donc c'est du labeur, c'est du travail. Et est-ce qu'on voit les déchets? En tout cas, on a la question de la bâche, de se poser la question de qu'est-ce que ça deviendra, mais on ne voit peut-être pas où sont stockés les déchets de cuisine et autres, quoi. Qu'est-ce que vous savez des jardins familiaux? Peut-être d'ailleurs, aussi, ils ont été inondés, vous avez dit, cet hiver. Donc ça veut dire qu'ils sont en contrebas, a priori. Voilà, parce que si des jardins ne sont pas construits, c'est qu'ils sont inconstructibles. Ou alors il faut vraiment un effort de lobbying très 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 fort pour que ça ne devienne pas des terrains constructibles. Et les jardins ouvriers, ça vient, vous en savez quoi? Ça vient d'où? Ça sert à quoi? Pourquoi est-ce que finalement chacun ne reste pas chez soi et cultive son truc dans son coin, quoi? Je pense que c'est des gens de Château-Gontier, mais qui n'ont pas suffisamment de terrain pour pouvoir exploiter un jardin. Ça appartient. Je ne sais pas comment c'est géré. J'ai toutes les infos après. Mais, et qui n'ont peut-être pas de jardin ou qui ont peut-être un jardin mais qui est pollué et qui des fois recherchent aussi du terrain pour éviter de s'intoxiquer. Comment vous interprétez ça? Vous en pensez quoi? En termes d'enseignement, vous en tirez quoi comme leçon, s'il vous plaît? Vous trouvez ça bien? Vous aimez bien la photo? Eh bien, un sincère merci, on remercie Eric Paillard, on peut l'applaudir. Donc, j'ai oublié de répondre parce que sinon Eric Paillard ne va pas pouvoir s'endormir. Donc, c'était bien un Château-Gontier, 6 hectares, 208 parcelles, 26 € à l'année pour 200 mètres carrés, 238 jardiniers, plus beau jardin de France en 2013, et c'est tenu par l'association qui s'appelle les Jardins Familiaux. On pense à eux. Alors moi, je vais vous donner des astuces techniques, sachant que je pense que tout le monde en a. Mais moi, en tout cas, je vais vous donner les miennes. Et en fait, moi, j'aime pas trop ceux qui disent des solutions techniques en mode catalogue. Parce que, bonne nouvelle, en fait, on a des sols très différents selon où est-ce qu'on est.
Et au cas où vous ne le sauriez pas, il faut 1 siècle pour former 1 cm d'humus. Et là, vous avez ici ce qu'on appelle les horizons du sol. Le sol, c'est comme un millefeuille, si vous voulez. Vous avez différentes strates, quoi. Et moi, j'ai du mal avec ceux qui ne présentent pas en fait leurs biodéchets, compost, tout ce qu'on veut, sans parler du sol qu'il y a derrière, parce que selon que mon sol est très sableux ou très argileux, ça ne va pas du tout être le même travail du sol. Gilles en parlait au début, avec l'exemple de sa terre légère. Ça coûte 60 € dans des CUMA de faire des analyses de sol. N'hésitez pas à le faire chez vous. Je ne sais pas si la communauté de communes de Cran propose ce service-là, mais en tout cas, ce serait une bonne chose à faire. Connaître son sol, vous aurez des fois des mauvaises surprises ou des bonnes surprises, mais c'est la base. Alors, avant de parler esthétique, on va commencer par le basique. Et comme on disait tout à l'heure, je pense que d'abord, avant de valoriser les biodéchets, on se demande comment la matière circule chez moi. Et il y a 3 gestes de règle. 3 gestes, composter, broyer, pailler. Donc composter, c'est fabriquer du sol avec la cuisine, entre autres, et une partie du jardin. 1 tiers de verre humide, 2 tiers de sec brun. Broyer, c'est transformer un problème de volume en ressources. Et pailler, c'est protéger le sol et économiser du travail. Les 2 règles de bon sens, un sol nu s'épuise. Quand vous allez en forêt, vous avez les feuilles qui tombent, c'est ça qui forme l'humus, etc. Un sol nu, c'est comme si je vous enlevais l'épiderme. Ça, en fait, ça, tout simplement, avec la pluie qui tombe, on appelle ça l'effet de battance. Ça vient compacter votre sol, faire les fameuses coulées de boue qu'on connaît tous. Et donc, il faut penser à couvrir son sol. J'y reviendrai. Au-delà de l'aspect chantier qui complexifie, c'est d'éviter l'export systématique. Déjà, de plus en plus de déchetteries refusent maintenant les déchets de tonte. Ça va devenir la règle de plus en plus. Et comment est-ce qu'on peut faire, encore une fois, transformer la contrainte en atout? Donc là, je vous ai présenté des exemples très concrets. Là, j'ai un collègue qui utilise des bordures de branches d'arbustes taillées et qui les met ensuite en fascine, directement au pied. Ça vous met des courbes dans vos massifs qui viennent restructurer et vous mettez ça comme avec des pieux, vous savez, vous mettez ça tout le long et ça permet de venir apporter du rythme dans le massif. Là, je pense que tout le monde a commencé à en connaître, mais chez moi, j'ai commencé à faire ça. C'est ce qu'on appelle une hay bench. Donc, c'est tout simplement tout le broyat, toutes les branches qu'on ne peut soit pas broyer, qui sont trop grosses pour mettre dans le broyeur, soit tout simplement qu'on ne peut pas exporter. On peut les empiler, si vous voulez, les unes sur les autres et les recouvrir avec des plantes grimpantes. Alors, il faut qu'on parle de la tondeuse aussi, parce que moi, j'aime bien quand même avoir mon gazon avec une hauteur de coupe à 10 cm. Mais en mulching, c'est-à-dire tout simplement en passant la tondeuse et en laissant sur place. Mais les gens oublient un truc, c'est que le sol, ça a besoin de respirer aussi. Donc il faut penser à scarifier. Scarifier, c'est venir un petit peu tourner, si vous voulez, des sortes de lames dans le sol pour tout simplement la croûte qui se fait avec les déchets de tonte qui s'accumulent, votre sol, il asphyxie, quoi. Donc il faut penser à scarifier 2 fois par an et si possible au début du printemps et à la fin. Puis alors, il faut qu'on parle d'un truc, les engrais verts. Je pense que la Facelie, tout le monde connaît. Maintenant, nos amis les agriculteurs l'utilisent de plus en plus dans leurs champs parce que la Facelie a un système racinaire qui fait que de telle manière, elle va venir travailler les horizons du sol. Donc, ça favorise l'infiltration des racines. Mais c'est aussi une plante quand vous la... Donc, ça fait des fleurs violettes, tout le monde est content, tout ça. Mais alors, ce qui me rend dingue, c'est qu'en fait, dans les collectivités qui mettent ça en place, notamment sur les massifs publics, il faut qu'ils exportent. Alors qu'en fait, l'idée, ce serait de se dire on fauche la Facelie et après on la broie directement avec un motoculteur et autres, ce qui fait que ça s'intègre dans le sol et ça vient ensuite, si vous voulez, rajouter des éléments chimiques qui augmentent la fertilité. Quelle collectivité accepterait qu'aujourd'hui, face à l'église, on ait un massif qui ne ressemble à rien pendant l'hiver et que ce soit juste de la terre de labour? S'il n'y a pas de la pédagogie, on ne va pas s'en sortir. Et maintenant qu'on sait quoi faire avec d'autres astuces, la vraie question devient comment est-ce qu'on le rend acceptable et désirable au quotidien. Le beau, ce n'est pas seulement une forme. Pour moi, le beau, c'est une organisation. Si on intègre la gestion dès le départ, comme ce que je vous causais tout à l'heure, on arrête de subir les déchets et on commence à les mettre en scène intelligemment. Un jardin, ça raconte toujours une histoire. Demain, j'aurai l'occasion de vous raconter mon histoire, enfin notre histoire. Et c'est une histoire qui se construit au fur et à mesure des rencontres, donc je serais heureux aussi d'avoir vos astuces. Mais moi, mon histoire, elle commence par l'entretien. Je ne suis pas là pour vendre une scène, c'est ce que je fais avec mes clients d'ailleurs, avec ma micro-entreprise. Je ne suis pas là pour
leur proposer une image faite en 3D. Je suis là pour leur dire comment est-ce que vous voulez vivre dans votre jardin au quotidien. C'est quoi une journée dans votre jardin avec vos enfants. Et donc, du coup, comme je vous disais qu'un projet se fait par étapes au rythme des moyens, vous avez ici 4 astuces que tout simplement je préconise. Alors, il y a un compost en landin. Alors l'andin, voilà, pour mémoire, c'est comme en fait des sortes un petit peu d'horizon. On va recréer de l'horizon avec du lisier, de la paille, ça peut être les déchets de cuisine, et ça fait des sortes de boudin, quoi, si vous voulez, de 1 mètre de haut. Là, en fait, l'andin peut être utilisé que de manière à pouvoir régénérer des massifs qu'on a trop épuisés. Mais qui accepterait d'avoir ça face à l'église, quoi. Là aussi, pareil, on voit bien qu'on a encore des codes esthétiques qui sont présents. Vous avez de plus en plus des composts avec des plans de travail intégrés qui se font de manière à pouvoir mettre en place des semis dessus et autres. C'est-à-dire qu'on va utiliser le compost comme mobilier dans le jardin. Ça se développe de plus en plus. Ce n'est pas seulement le truc qu'on met derrière, mais ça se développe de plus en plus. Chez nous, on a expérimenté une allée en copeaux de bois. Donc là, pareil, il faut y aller, 10 cm d'épaisseur pour éviter que ça repousse. Et c'est vraiment si vous avez un boisement que vous voulez bien élaguer, épurer. Mais l'allée en copeaux de bois vous permet de valoriser tout simplement le broyat au-delà des paillages qu'on peut avoir dans les massifs. Et alors, je vous donne, moi, mon astuce. Donc, moi, j'aime bien avoir de la diversité de textures. Mais après, je comprends qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur quand il y a des herbes trop hautes. Donc, voilà ce que je propose. Une allée principale qui va être très utilisée, 1,50 m à 2 mètres de largeur, 7 à 8 cm de hauteur de coupe. Et les allées secondaires, moins utilisées, 8 à 10 cm, voire 10 à 12 si vous êtes audacieux et audacieuse. Et alors, il y a un truc qui se développe de plus en plus, ça c'est une photo chez un jardin particulier que j'ai accompagné, c'est de faire ce qui s'appelle de la fauche en mosaïque. Donc en fait, c'est tout simplement venir tout simplement tondre, là, par exemple, à 7-8 cm, et de laisser des endroits en fauche, mais avec des courbes comme ce que nous présentait Marie-Noël tout à l'heure, donc de retrouver tout simplement des lignes dans le jardin qui viennent des fois cacher les arêtes des parcelles qui sont trop aiguës. Et maintenant que la gestion devient quotidienne, il se passe un basculement. Le jardin n'est plus un décor à nettoyer, coûteux, il devient un cycle visible. Et donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut aussi se poser la question du matériel de bon sens qu'on va avoir avec le jardin. Là, vous avez ici le hache-paille de Gilles, qu'on a vu tout à l'heure, qui tout simplement il met son roseau et puis de la paille là-dedans. Vous avez ici chez lui là, un exemple de bordure de massifs en osier qui sont mis tout le long, et il a adapté sa palette végétale en fonction pour réutiliser ça. Donc on voit bien que son déchet ne devient plus seulement quelque chose qu'il met par derrière, mais bien qu'il réintègre dans le jardin. Il faut qu'on cause un autre truc aussi, c'est qu'à un moment donné, il s'agirait de limiter les espaces de circulation. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 1000 m² arpentables? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir au pied des arbres des couvre-sols comme Vinca, Juga ou des bulbes et autres qui vont venir finalement protéger les pieds d'arbres, parce qu'avec le rotophile, je ne vous dis pas le bazar que vous mettez à couper l'écorce, et puis ça permet de créer de la volume, des strates dans le jardin. Ça, il y a de plus en plus de collectivités qui le font, je pense que vous l'avez déjà vu, c'est de rassembler les feuilles des pieds d'arbres et de les mettre, en fait, de les délimiter autour avec une ganivelle. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est beaucoup plus facile, je n'ai pas à les exporter à l'autre bout. Ça évite que dès qu'il y a un coup de vent, ça s'envole. Et puis, tout simplement, ça a le temps de se décomposer. Et puis, ça évite que le chien débarque là-dedans et puis vienne faire sauter tout le tas de feuilles qui est mis en place. Là, vous avez quelque chose. Bon, alors, je ne conseille pas. Chez nous, on a une terre qui est très sableuse, très limoneuse, donc ce n'est pas du tout adapté. Mais si vous avez un peu d'argile dans votre jardin, je vous conseille pendant la saison froide de faire ce qui s'appelle des tranchées de compost. C'est-à-dire, en fait, de venir tout simplement l'ouvrir, votre sol, sur une épaisseur de 70 cm. Et vous venez par mettre en dessous d'abord le compost, ensuite vous recréez les horizons comme on a vu tout à l'heure, et ça va vous permettre d'avoir une terre de jardin au printemps tip-top. Sur le paillage, je n'ai pas de lobbying, je ne suis pas payé pour dire ce que je vais dire, mais je conseille le paillage de Miscanthus, c'est le meilleur. Pourquoi? Parce que tout simplement, il se dégrade rapidement, mais sans trop longtemps, il n'a pas forcément de prise au vent, il accepte très bien l'arrosage et il n'est pas cher. Bon, je conclurai en disant que, comme je vous disais, le vrai changement, c'est de passer du jardin image propre au jardin système vivant. Et là, tout d'un coup, les biodéchets, ils sont plus honteux. Ils deviennent structure, fertilité et biodiversité. Chez nous, on a organisé les jardins en gradient, structurés près de la maison, plus libres au loin. Et c'est justement dans ces zones-là que la matière a sa place.
Plessis, barrière de saule, écran, bordure. Un compost bien dessiné paraît déjà plus acceptable. Et donc, moi, j'ai pu travailler pour des collectivités. Là, vous avez David Jousselin, qui devait être présent, mais qui s'excuse de ne pas être là, avec qui on a fait des analyses de sol pour encore la commune de Saint-Vran. Et on a expliqué aux élus, aux services, mais aux habitants, comment étaient les sols dans les massifs face à l'église et qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir préserver la fertilité du sol plutôt que de tout rembarquer et de remettre des annuels qui nous coûtent un bras. Là, vous avez l'entrée du jardin de Gilles qui est fier de montrer finalement les déchets comme armature. On n'est plus honteux de se cacher. Parce qu'à un moment donné, la question des biodéchets, si on les éloigne, c'est aussi pour éloigner les personnes qui en prennent soin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pareil, je n'ai pas de lobbying. Vous avez 3 types d'acteurs qui sont intéressants. Les entreprises de paysage, de construction qui s'appelle Réseau Alliance Paysage, qui est un réseau national d'entreprises concrètes de paysagisme. Moi, je travaille avec eux. Ils sont top, quoi, tout simplement. Ils ont fait une carte en ligne interactive, là, vous pouvez voir où est-ce qu'ils sont. Un truc gratuit, une application qui s'appelle Pollinisation. Ça permet de savoir un petit peu quels sont vos insectes dans vos jardins et voir si finalement, tout simplement, votre jardin est utile pour eux. Parce que les insectes sont les premiers auxiliaires et c'est ceux qui nous permettent, je vous rappelle, d'avoir des fruits. Il n'y a pas que les abeilles. Mais à un moment donné, c'est un indicateur précieux pour savoir si votre jardin est encore vivant. Et puis enfin, en Pays de la Loire, vous avez Pollenise, donc c'est les fredons qui sont tout simplement des gens sympas, quoi. Mais moi, s'il y a une phrase à retenir, c'est « Si le beau change de récit, alors le jardin devient un cycle. On passe de la cuisine au compost, on passe du compost au sol, on passe des sols aux plantes et des plantes au paillage. Et si ce qu'on appelait ça le redevenait moteur au jardin ». Merci pour votre écoute et à vos questions. Vous parliez d'analyse de sol. La CAM de Cran fait une analyse de sol gratuite de tous les ans. En plus. Ça a été fait récemment. Merci, monsieur. Chez les particuliers. Merci, monsieur. Bon, les particuliers, tout le monde. Il y a eu à peu près une quinzaine de jours. C'est Terena, alors. Terena, quoi. Il y a quand même Terena. Ils prennent la tarière Comment ils prennent une tarière, pour être Je ne sais exact. pas, je garde j'allais pour un analyse. Et il y avait quelques personnes qui attendaient avec des échantillons, des échantillons de terre, des champs d'analyse. Il faut une tarière pour faire ce que vous dites. Avec une tarière, Et en fait, les analyses de sol vont, donc c'est effectivement des extraits quoi, qu'ils vont prendre, mais ils vont regarder. Alors, un sol est structuré en 3 types. Vous avez argile, limon, sable. Et ça va déjà vous dire, par exemple, si vous avez un sol très argileux, il va retenir l'eau. Il va être dur à travailler, mais il va retenir l'eau. Un sol très sableux va être facile à travailler, mais l'eau va rentrer là-dedans. Et donc, ça ne sert à rien de mettre plein d'amendements, d'engrais et autres, tout ce qu'on veut, si vous avez un sol sableux, parce qu'ils vont partir dans le fond et les plantes n'auront pas le temps de l'absorber. Donc ça me rend dingue, parce qu'en fait, on dépense des fortunes des fois pour des trucs, alors que c'est une analyse de sol, et en plus, si c'est gratuit, merci monsieur. Donc ça va être ça, c'est ce qu'on appelle la texture du sol. Ensuite, vous avez tout ce qui va être la fertilité. Et comme je disais, un siècle pour former 1 centimètre d'humus. Un humus, c'est l'or noir, hein. Là, aujourd'hui, moi, j'ai fait des chantiers, quand j'étais plus dans le stade, on ne savait pas d'où venait la terre végétale, hein. Le gars ou l'entreprise qui nous fournissait, souvent, ils allaient pendant la nuit dans les forêts, et voilà, ils récupéraient ça, ils raclaient les 5 premiers centimètres, parce que voilà, c'est cet horizon-là. Et après, paf, on mettait ça dans les fosses de plantation, et ciao, bonsoir. Et en fait, aujourd'hui, vous avez une filière qui structure davantage, avec des labels. Donc, le réseau Alliance Paysage dont je vous causais se fournit, ce serait trop long de le dire maintenant, mais il y a aussi, je termine là-dessus, sur les tourbières. Il y a beaucoup de tourbières qui étaient prélevées avant parce que c'était des sols, c'est plus que de l'or noir. C'est le rêve de tout jardinier parce que tout pousse là-dedans, quoi. Et les tourbières, en fait, étaient de plus en plus raptées parce que c'était des siècles et des siècles de décomposition et vous étiez sûr que n'importe quel massif redémarrait avec, quoi. Donc merci, monsieur, de nous rappeler que si en plus c'est gratuit, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, à en parler autour de chez vous. Et, excusez-moi, mais tout
simplement parce que la personne qui a fait cette analyse de sol, en fait, elle avait des poireaux, mais alors tous les ans, ils étaient tout petits. Et en fait, alors elle me disait que son mari avait mis beaucoup de cendres. Voilà. Les cendres, donc moi ce que je vous conseille, c'est de les tamiser d'abord, donc pour pouvoir passer le filtre, quoi. Et après de les mélanger avec de l'eau. Alors j'ai plus les quantités exactes en tête, mais ça fait comme le purin d'ortie. Enfin, vous pouvez le préserver chez vous. Mais alors trop, en fait, vous augmentez l'acidité en fait du sol, et donc déjà que bon bref. Donc oui, non, les cendres avec précaution. De toute façon, un bon sol vivant, c'est un sol équilibré. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Et pour les arbres fruitiers, on peut en mettre? Ça dépend. Ça dépend de quel arbre fruitier, ça dépend de votre terrain. Enfin, encore une fois, là, je ne veux pas vous mentir. Enfin, il faudrait que vous m'invitez chez vous à prendre un café et puis on en recose. Mais je ne peux pas vous donner de réponse comme ça, quoi. Et sur quelle profondeur alors la tarière pour l'analyse du sol, parce que jusqu'au système racinaire? Non, en fait, ça dépend aussi de ce qu'on veut faire dans le jardin. Il y en a qui, par exemple, si ils font le système avec l'andin, là, ils vont s'intéresser qu'aux 20-30 premiers centimètres. Parce que, j'ai pas très bien compris là, le système andin. C'est en gros, on vient faire des grands tas, quoi, dans lesquels on met de la paille, du fumier. Enfin, ça va du plus grossier au plus. C'est comme des buttes, quoi. Et en fait, ces buttes-là, elles vont venir se décomposer très rapidement et réaugmenter le taux de matière organique. On a thermolé les chaque. Ouais. Non, on va généralement du plus léger au plus grossier, quoi. Oui, mais quand on met ces déchets, on Ouais. ne choisit pas les déchets qu'on met. Donc, on met ce qu'on a sous la main, là. Donc, il faut en fait structurer ces déchets. Oui. Et en fait, par exemple, ça dépend encore une fois, s'il y en a qui ont du fumier mélangé avec la paille, ils vont mettre en dessous. Après, ça peut être les déchets de cuisine. Après, il y en a qui mettent les feuilles des arbres. Enfin, il y a un... Ça veut dire qu'il faut réorganiser son compost. Ouais. Et c'est là où aussi, ça dépend comment est-ce qu'on trie et quelle finalité on veut lui donner. Et pour résumer, l'analyse de sol, ils vont entre 50-70 cm grand max, mais ils vont pas plus loin. Et c'est beaucoup déjà, mais ça dépend aussi. Des fois, on a des arbres qui ont besoin d'aller chercher en profondeur. Mais vous avez raison, c'est les 20-30 premiers centimètres qui sont gardés. Le principe des composteurs qui trouvent dans nos jardins, la belle photo qu'on a vue, je crois, en premier. Celle-ci là? Ah oui. Enfin, le premier que vous avez. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, je me suis renseigné, donc pour 1 à 2 personnes, je pars sur votre couvert, on conseille d'avoir un compost entre 300 et 400 litres pour 1 à 2 personnes. Pour 3 à 4, c'est 400 à 600. En fait, chez nous, on n'a pas de composteur. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'en fait, moi, je mélange, comme je vous ai dit, 1 tiers vert humide, 2 tiers sec brun, et j'aime bien le remuer de temps en temps. C'est une galère. Je pense que pour des personnes qui ont des petits jardins, qui ne veulent pas avoir de rats, parce que c'est ça aussi le truc, et qui ne veulent pas avoir de nuisibles et autres, c'est parfaitement adapté. Et puis c'est quand même un luxe qu'une Comcom accompagne ça. Enfin, ça, franchement, on ne va pas se mentir. Mais moi, j'en veux pas forcément chez nous, parce que j'aime bien être libre de mes mouvements et de pouvoir remuer ça régulièrement. Mais chacun fait comme il veut. Hein. Un bon compost est un bon compost bien dégradé. Et les tranchées de compost dont je parlais là, si vous épandez votre compost, si vous le répandez sur le sol sans que le sol soit remué, ça ne sert à rien. Parce que si vous avez de l'herbe de... Par exemple, des salles de légumes, des choses comme ça, on peut les laisser. Si. C'est ce qu'on appelle le compost à froid. Ah oui. Enfin, je sais pas. Moi, honnêtement, j'ai jamais fait parce que je comprends pas comment le principe... Les petits vers ou les bactéries remontent et puis découpent. Oui, mais si vous le mettez directement sur de la pelouse, je comprends pas comment ça rentre dans l'horizon. Oui, ah oui. Ah oui, si c'est pour la terre pour les semis, oui, on y va. Hein. Moi, si je voulais ça sur la pelouse, vous faites ce que vous voulez chez vous, mais moi, perso, j'aime bien. Non, mais oui, non, c'est la terre pour les semis, et autres, on y va. Hein. Ah non, carrément.
On va faire des tranchées de 70 cm, c'est énorme. Bah ouais, mais c'est parce qu'on a des sols de moins en moins fertiles. Hein. Enfin, j'ai pas trop voulu tirer la sonnette d'alarme, mais en fait, on a... En fait, qu'est-ce qui se passait avant quand vous achetiez une maison dans un lotissement, par exemple? Bah, c'était construit sur les terres agricoles qui étaient vendues parce que le prix était constructible, donc le sol était encore fertile. Et aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus dans les jardins de particuliers que les jardins s'épuisent de plus en plus. Tout le monde parle des vers de terre et compagnie, mais c'est juste des exemples concrets qu'on est en train de tuer nos sols. Et donc aujourd'hui, on en revient à des questions très basiques, c'est comment on recrée un sol fertile, et d'où les 70 cm. Moi, là, je suis dans le cas extrême. J'ai fait un jardin particulier il y a 6 mois. C'était une catastrophe, il n'y avait rien qui poussait. Hein. Parce qu'ils ont épuisé, parce que les propriétaires d'avant ont fait que exporter, n'ont pas nourri le sol, et on se retrouve avec des sols morts. Donc, je pense qu'on a tous envie de continuer à manger, quoi. Donc, prendre soin de nos sols, c'est prendre soin de notre alimentation, et les biodéchets permettent ça, quoi. Et attention, hein, ce n'est pas 60 cm que de compost. Là, pareil, vous mettez, hop, si je peux zoomer. Ouais, mais encore une fois, par gradient. Hop. Donc là, vous mettez par exemple les déchets de cuisine, puis par-dessus, vous pouvez rajouter du broyat grossier, du broyat plus fin, des feuilles, et tout ça va venir se décomposer en fait, et s'affaisser surtout. La paille, ça marche très bien. Mais encore une fois, ça va dépendre du jardin. Enfin, je veux dire, les solutions catalogue, chacun fait son expérience, quoi. Est-ce que c'est la bonne, j'ai un ami là, est-ce que c'est la bonne solution? Cet hiver, il a mis de la feuille, une bonne couche de feuilles, et il a bâché. Est-ce que c'est bien? Ça dépend quelle bâche c'était. De la bâche noire. Alors, déjà, alors juste parenthèse, avant de répondre, les feuilles de platane et autres, par exemple, qui bouchent les caniveaux et compagnie, sont déconseillées pour la gestion. Alors moi, je ne déconseillerais pas pour la simple et bonne raison que, en fait, ce qui favorise la dégradation, ça va être la pluie, le froid, les insectes qui viennent. Et du coup, en mettant sous bâche, en fait, vous mettez vous cloisonnez, quoi, mais ça ralentit en fait la décomposition. Par contre, moi, j'ai testé, ça marche vachement bien, c'est les toiles en chanvre. Les toiles en chanvre qu'on peut mettre dessus, ça couvre, ça laisse passer l'eau, ça se dégrade tranquillement et ça permet en fait, là, moi, ma terre de jardin, elle est nickel, hein. Enfin, je suis ravi avec ça, quoi. Ce que vous avez montré autour des arbres est assez intéressant dans les collectivités, là. Ouais. Bon, même les particuliers. Hein. Oui, bien sûr. Les collectivités, on en a beaucoup d'arbres. Ouais. Ça ne crée pas de la pourriture sur le pied de l'arbre. Est-ce que ça, vous laissez, mettons, pendant plusieurs années, est-ce que les champignons ne vont pas se développer et abîmer les arbres? Alors, ça va dépendre de tout simplement du mélange que vous faites. Là, je sais que c'était à Lyon. C'est un mélange d'aiguilles, c'est des pins. Hein. C'est un mélange d'aiguilles et de feuilles feuillues, quoi. Et donc, du coup, je n'ai pas du tout en tête les quantités exactes, mais ce qu'il me racontait, c'est que ça évitait de faire pourrir le collet, c'est-à-dire la partie qui sépare les racines du tronc. Et tout simplement, il venait remuer une fois toutes les 2 semaines, quoi. Non, mais il remue, c'est passer un coup de fourche dedans et après, voilà. Hein. De toute façon, un jardin, c'est vivant, il faut en prendre soin. Hein. Mais bon, une fois toutes les 2 semaines, mais là, on a évité l'export, le ramassage au souffleur, puis surtout... Mais là, après, encore une fois, je vous disais, c'était avec des aiguilles et des feuilles de feuillus, donc il faudrait tester et on en recause. Mais je pense qu'en fait, on a besoin, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'expérimenter des trucs comme ça. Mais ça ne se fera pas, j'insiste, je me bats pour ça et je sais que je ne suis pas le seul. Mais si on n'intègre pas dès le départ les personnes qui entretiennent, c'est mort. Hein. Ça va rester des belles intentions sur le papier, mais à un moment donné, il faut aller causer, aller sur le terrain et, avec les gens qui entretiennent, sinon ça restera des belles promesses. Hein. Et puis encore une fois, moi je suis contre l'approche catalogue de vous dire la bonne solution miracle, ça dépend de tellement de facteurs. Mais on en recose avec joie si besoin. Et puis Cuillé, le meilleur centre du bourg. Pour protéger les collets des arbres comme ça avec les feuilles, on peut très bien écarter
Un peu autour. autour, de façon à laisser respirer la base du collège. Vous avez essayé ça? Ouais, enfin, oui. Merci, Bah, madame. c'était dans une collectivité, je ne sais pas si c'est à Rennes, où on expliquait que les organisations des feuilles mortes autour des collèges, justement, étaient différenciées par les services de la ville, de façon à aérer un petit peu. C'est ça. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on met ça là c'est comme le compost, il faut bien le remuer, quoi. Là, c'est pareil, quoi. Si on met un petit grillage autour, ça empêche de s'asphyxier, non? Bah, en fait, là, c'est surtout pour le vent et éviter que les... autour du... Ah oui, non. Bah non, parce qu'en fait, des fois, les gens, ils oublient d'enlever le grillage. Et un arbre, ça pousse, ça se répand en largeur, et du coup, après, on se retrouve avec des trucs, nous, chez nous, enfin bref, c'est une autre histoire. Mais non, moi, je préconise pas... C'est comme les gens qui mettent les tuteurs sur les arbres. Bah, des fois, ils oublient de les enlever, et on se retrouve avec des branches avec bourrelets, et avec le plastique intégré dans la branche, quoi. Franchement, par contre, si j'avais un conseil, c'est faire simple. Hein. Pas chercher... Le système de la facilité, c'est vrai que quand on le fait, c'est génial. Au moins, le terrain, il est nickel, il n'y a rien qui pousse, et puis on remonte ça après, on va descendre sécher. Voilà. Et c'est vrai que ça, au niveau du terrain, c'est nettement plus meuble. Bah oui, plus meuble, quoi. C'est plus agréable à travailler. Mais en fait, à Saint-Vran, ce qu'on avait essayé de faire, c'était de faire des massifs où on faisait ce système d'ordins et autres, quoi. Ça a marché la première année parce que les gens, il y avait beaucoup de pédagogie, notamment des services techniques, qui expliquaient pourquoi est-ce que, pour retravailler le sol. Mais 2 ans après, c'était foutu, hein, parce que les services techniques ont changé, il n'y a pas eu la pédagogie, et les gens, en fait, disaient, moi, c'est moche et tout, etc. Donc, en fait, il faut de la pédagogie constamment, et puis, enfin, bref. Les massifs, aujourd'hui, des collectivités sont devenus des cimetières pour certains. Enfin, il n'y a plus rien qui pousse là-dedans, Et est-ce qu'il faut alterner moutarde, faciline ou on peut regarder la faciline? Ça dépend. La faciline, elle va venir entre autres travailler votre sol en profondeur. La moutarde, c'est une fabacée, donc elle va venir un petit peu restimuler la vie mycorhizienne du sol. Les mycorhizes, c'est... comment expliquer ça? C'est les micro-champignons, en fait, si vous voulez. C'est les micro-radicelles, c'est ça qui va permettre aux racines de se développer. Et en fait, moi, ce que je préconise, c'est tout simplement de faire des rotations, comme c'était avant. C'est-à-dire d'avoir tout simplement, c'est ce que je vais expérimenter nous dans le jardin à venir, c'est de la facélie une première année, je broie, et l'année d'après, je remets d'autres plantes par-dessus, et dans 2 ans, je remettrai de la facélie, et comme ça, il y a une rotation. Je vais même expérimenter, mais je ne suis pas sûr que j'aurai le droit, un endroit où tout simplement je laisse le sol en jachère, quoi. Enfin, je laisse rien. Mais comme avant, un assolement triennal, de toute façon, on revient de plus en plus à des pratiques agricoles, en fait. Vous avez parlé au moins à 2 reprises du fait de broyer. Donc, vous allez utiliser un motoculteur pour broyer. Moi, j'ai un mini broyeur électrique à la maison. C'est un petit broyeur, tout simplement. Vous avez un broyeur de végétaux, ouais, de branches, ouais. Ok. Et vous retournez le sol chez vous ou pas? Ah oui, j'ai un motoculteur. Ah moi, je suis pas de ceux qui... Ouais, oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui. Alors alors c'est un débat, hein, mais je pense que chacun se positionne, puis on respecte et on écoute tout le monde. Moi, parce qu'en gros, pour ceux qui ne savent pas, il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas remuer les horizons du sol. Il faut, en gros, vous faites votre petit trou et vous mettez le végétal dedans, et voilà. Moi, je comprends le principe et il y a ceux qui disent, au contraire, avec la charrue, quoi, on remue et tout. Alors moi, je pense que déjà, il faut distinguer agriculture intensive et petit jardin, petit massif. Moi, je me situe à petit jardin, petit massif. C'est tout simplement du temps en plus, quoi, de faire le trou. Et puis, visuellement, moi, je passe mon motoculteur. Ça me met de la terre sur les côtés dans lesquels je mets des prairies fleuries. Et ça me permet de délimiter en fait mon futur massif pour mon potager, de manière à avoir une sorte de cuvette aussi pour l'arrosage. C'est beaucoup plus simple, l'eau reste à l'intérieur, ça fait une sorte de cuvette d'arrosage si vous voulez, quoi. Et puis les vers de terre, ils survivent, hein, tout va bien. Enfin, oui, non, mais ça donne à manger aux oiseaux, puis après les oiseaux ils font caca, le guano, tout ça, enfin tout le monde est content, je recrée la chaîne alimentaire dans mon jardin.
Mais je me méfie des gens qui, et ça n'engage que moi, et je suis prêt à discuter, mais qui sont solutions tout le temps, toutes préconçues. Je pense que ça dépend tellement des situations. Et puis après, par contre, un sol qui n'aime pas être remué, ou qui serait trop lourd à travailler, c'est un sol trop argileux, là je peux comprendre qu'elle dit c'est la fatigue. Je préfère planter plus ponctuellement et pas tout remuer, parce que c'est une galère des fois si on n'a pas la machine adaptée, quoi. Mais moi je suis de cette famille-là en tout cas. D'autres remarques? Bon merci. N'hésitez pas, c'est pour la Comcom et autres, l'évaluation, si ça vous a plu ou pas plu. Enfin, c'est anonyme. Et puis merci, puis à votre écoute. Et demain à 10h30 à la mairie de Cuillé pour visiter le jardin. Merci à vous.